Bonjour à tous. Je vais parler de trois thèmes et je vais commencer par Srebrenica. Pour dire, en complément de ce qui a été dit avant, en complément de ce qu'ont pu dire surtout Véronique par rapport à ce qu'on connaît de Srebrenica avant, ce que je veux dire, c'est qu'on sait beaucoup sur Srebrenica au moment du mois de juillet 95. On sait beaucoup grâce aux enquêtes menées par le TPI, ce qui est important à dire, car pendant des mois après ce massacre, alors que des milliers d'hommes et d'adolescents manquaient à l'appel, rares étaient ceux qui envisageaient leur élimination systématique. Je l'avais imaginé, pire, j'en avais la certitude. L'avoir évoqué à mes rédacteurs en chef au Monde, où je travaillais à l'époque, m'a valu réprimande et l'injonction de prendre des vacances sur le champ. À La Haye, un enquêteur qui n'avait pas ma connaissance des Balkans contemporains et moins encore de l'Est de la Bosnie, la région que j'ai le plus couverte pendant la guerre de purification ethnique en Bosnie, savait lui aussi qu'il fallait aller sur place, recueillir les témoignages des déportés qui arrivaient à Tuzla et établir ce qu'il était advenu des hommes de Srebrenica qui avaient été séparés de leur famille et faits prisonniers. Alors il a frappé à la porte de son supérieur hiérarchique, le procureur adjoint du TPI, qui ne comprenait pas l'urgence, mais qui l'a néanmoins laissé partir. Cet enquêteur s'appelle Jean-René Ruez, vous le connaissez, un commissaire français issu de la crime. Et pendant 10 ans, il a dirigé l'équipe Srebrenica au sein du parquet du TPI. Et grâce à cette dizaine de personnes, nous savons désormais tout des massacres, jusqu'à la quantité de fioul que les tueurs ont requis auprès de l'ONU pour pouvoir emmener les prisonniers sur les sites d'exécution, la provenance et le numéro de série des cartouches qui ont servi à ce génocide par balle, la composition des pelotons d'exécution, la liste des commandants et la liste des victimes qui, quelques mois après leur assassinat, avaient été exhumés pour être dispersés dans des charniers secondaires éparpillés à travers la région pour faire disparaître le crime et avec lui le fait que les victimes aient même existé. Une vingtaine de participants ont été condamnés pour complicité de génocide par le TPI. Mais qu'avons-nous retenu de ce qui précède de ce massacre? Et c'est bien la question que posait tout à l'heure Véronique. Peut-on aborder Auschwitz sans évoquer la trajectoire des victimes, leur provenance, les lois discriminatoires auxquelles elles furent soumises, les rafles, la déportation et enfin les camps et leur anéantissement? Srebrenica, avant d'être le lieu d'un massacre, fut un sanctuaire pour des dizaines de milliers de survivants d'une campagne d'extermination appelée de purification ethnique, lancée dès avril 92 par les troupes envoyées de Serbie hors de leurs frontières, d'abord dans l'est de la Bosnie. Traqués comme des bêtes, des semaines durant, échouant à échapper vers le centre de la Bosnie, ces rescapés tentent de rejoindre Srebrenica à quelques kilomètres de la frontière avec la Serbie. Une enclave nichée dans les montagnes qui a réussi à repousser les forces serbes. Isolée, assiégée, régulièrement bombardée, Srebrenica devient un mouroir, sauvé de l'assaillant en 93, mais réduit à peau de chagrin que les casques bleus viennent protéger à partir du mois de mai. Srebrenica n'en reste pas moins un mouroir que nous allons laisser mourir. Au printemps 95, les forces serbes préparent l'assaut final. Ni les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ni la présence des casques bleus, d'abord canadiens puis hollandais, ni même les conventions internationales ne les en dissuaderont. Les grandes puissances sont tenues d'arrêter le bras des assassins, y compris via le recours à la force aérienne de l'OTAN. Il ne s'agit pas seulement d'une obligation morale, ni d'une question de volonté politique, mais d'une obligation légale qu'elles se sont elles-mêmes imposées par résolution du Conseil de sécurité. En effet, le sort des populations piégées depuis 3 ans dans ce réduit, si les forces serbes entrent, ne fait aucun doute, parce que cela répond à un schéma invariable depuis le début de la guerre, dans tous les territoires acquis par la violence en Bosnie-Herzégovine, mais déjà également en 91 dans l'est de la Croatie. On se souvient de Vukovar. Les grandes puissances vont cependant s'entendre pour déroger à leurs obligations légales et abandonner Srebrenica, qu'exige Milosevic en échange de la paix.
Ce massacre n'est donc pas une tragédie qui défie l'entendement. Il s'inscrit dans un projet politique de conquête territoriale en vue de la construction d'un État ethniquement pur qui fonde la nation sur l'ethnie comme autrefois sur la race. Comme Auschwitz ou Katyn dans l'histoire européenne récente, Srebrenica et la plupart des crimes commis au cours des guerres en ex-Yougoslavie dans les années 90 sont le fait de violences idéologiques, c'est-à-dire le produit d'idéologies racialistes. Et parce que le nationalisme belliqueux, que l'on peut aussi appeler le fanatisme identitaire, a conduit aux deux grandes catastrophes du XXe siècle, la Première et la Seconde Guerre mondiale, nous ne pouvions pas ne pas reconnaître la véritable nature de ces guerres. Une partie des sociétés occidentales l'ont fait, mais les démocraties qui s'étaient engagées à résister contre le retour de la barbarie, l'Europe et les États-Unis en premier lieu, leurs dirigeants, sont à Paris frappés d'amnésie et de cécité, ne voyant dans son conflit que le fruit de haine atavique, des violences entre tribus contre lesquelles on ne peut rien faire si ce n'est les laisser s'épuiser. Pourtant, même un Anders Breivik depuis la Norvège, il est né en 79, ou un Breton Tarrant, plus jeune, né en 90, depuis la Nouvelle-Zélande, saisiront la dimension idéologique de ces crimes et glorifieront les idéologues à l'avant-garde des thèses identitaristes actuelles. 25 ans après Srebrenica, malgré la reconnaissance criminologique du massacre, malgré les jugements du TPI qui qualifie ce crime d'acte de génocide, qualification réaffirmée par tous les juges internationaux qui ont eu à traiter du dossier, notamment ceux de la Cour internationale de justice, comme Sabina l'a mentionné tout à l'heure, nous continuons de méconnaître ce mal antérieur perpétré dans le cadre d'une même politique, l'idée à ces massacres, l'idéologie qui les sous-tendait et au fait qu'on a laissé en Europe et donc qu'on laisse d'autant plus facilement ailleurs des personnes être à nouveau externes, plutôt que commémorer Srebrenica, aussi pour rappeler au présent ce à quoi finit par aboutir les théories suprématistes, celles du grand remplacement ou tout simplement les fanatismes identitaires, ces idées qui insidieusement sont en train de se banaliser dans nos sociétés. Nous préférons oublier Srebrenica. Le nous ici, ce n'est pas chacun d'entre nous évidemment, mais collectivement néanmoins. Nous Français, à notre corps défendant, beaucoup d'entre nous certes, mais nous quand même, car la France est l'un des rares pays européens qui s'évertue à ne pas commémorer institutionnellement Srebrenica, le seul pays d'Europe occidentale qui conteste aussi bien dans les milieux académiques que dans les milieux politiques les jugements du TPI en ce qui concerne la qualification de génocide. Un pays qui, à chaque occasion, laisse entendre qu'il s'agissait plutôt d'un acte de vengeance, de folie meurtrière, et donc un simple crime de guerre, participant ainsi au révisionnisme. Je voudrais aborder un autre point qui interroge les effets que l'on a bien voulu permettre à la justice. On a parlé, Joël a beaucoup parlé du travail du tribunal et j'adhère au soutien qu'il a apporté à ses travaux et à l'importance qu'il a soulignée. Mais je pense qu'on n'a pas aidé la justice jusqu'au bout. Elle avait un potentiel encore plus fort qu'on a négligé. Et je prendrai pour l'expliquer le cas de la Bosnie où la guerre a duré près de 4 ans et compte le plus grand nombre de victimes. Quand je dis guerre, je veux surtout dire le théâtre qui a été mis en place pour pouvoir, sous couvert de la guerre, mener des politiques de violence radicale dont les civils, du fait de leur appartenance, ont été visés pour pouvoir désenchevêtrer des populations enchâssées depuis des siècles. Cette guerre s'est achevée par les accords de Dayton, signés en décembre 1995 à Paris. Ces accords actaient une bipartition de la Bosnie-Herzégovine, ce qui revenait à entériner les acquis de la violence guerrière et des crimes de masse. Les accords allaient encore plus loin en procédant à la reconnaissance et à la perpétuation des institutions instaurées dans le cadre de l'entreprise criminelle serbe, les institutions du crime donc, celles aujourd'hui de l'entité serbe. Les accords de Dayton, tels qu'ils ont été appliqués,
ont accentué, premièrement, la préséance de l'appartenance ethno-nationale sur d'autres types d'appartenance plus inclusives, et deuxièmement, la diminution drastique des contacts entre les groupes définis par ces communautés ethno-nationales. Ils ont ainsi servi les intérêts et les desseins des entrepreneurs nationalistes les plus radicaux. Dans ce contexte, cette bipartition a insidieusement conduit à une tripartition de facto de l'État bosnien, lequel est aujourd'hui en situation de conflit gelé, c'est-à-dire que ses destructeurs attendent que les métastases qu'ils lui ont inoculées poursuivent leur œuvre jusqu'à atteindre les objectifs escomptés dès le départ et que la communauté internationale valide le diagnostic fatal. Ce qui reviendrait alors à retenir les crimes de masse comme critère de légitimité à l'amputation d'un État et ou à une annexion. Et c'est là que je tiens à mettre l'accent sur le paradoxe entre la gestion ou le suivi des accords élaborés par les Américains et les Européens et le travail qui se déroule parallèlement au TPI ou devant les tribunaux nationaux. La justice est censée punir mais aussi réparer. Comment peut-elle avoir cette fonction si les entreprises criminelles qu'elle juge et condamne à travers ses participants continuent librement à opérer sous d'autres formes, si les effets des crimes condamnés ne sont pas interrompus? Les accords de Dayton contenaient des dispositions qui auraient pu agir dans le même sens que la justice et accompagner ces effets, les soutenir, mais ces éléments-là ont été négligés, voire même très vite abandonnés, tel l'annexe 7, qui portait sur le retour des personnes chassées par la violence radicale, l'instrument primordial pour contrarier et à moyen terme interrompre les effets des politiques d'épuration ethnique jugées à la haie et qualifiées de crimes contre l'humanité et du génocide. C'est pour cela que j'ai parlé de gestion des accords de paix, à savoir du suivi assuré par la communauté internationale, et soyons honnêtes, la tâche revenait d'abord à l'Europe, idéalement avec le soutien des États-Unis, co-auteurs de l'accord. L'évolution qu'a connue la Bosnie depuis la fin de la guerre, et particulièrement après 2005, qui a marqué un tournant dans le mauvais sens, n'était pas inéluctable. Cela a été un choix politique, celui de l'indifférence, celui de l'absence de conscience morale des dirigeants européens, celui d'une nouvelle trahison et de la Bosnie et de la justice internationale. Et justement, j'en viens à mon troisième point qui est de m'interroger sur quelle est la place de la justice internationale aujourd'hui. On voudrait qu'elle ait une place importante, qu'elle puisse juger les crimes qui sont commis de par le monde actuellement. Mais rappelons que l'année dernière correspondait par exemple au 70e anniversaire des Conventions de Genève. Ces règnes qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ne se contentaient plus de rendre la guerre plus humaine, ou devrais-je dire moins inhumaine, et qui renforçaient la protection notamment des combattants et élargissaient la protection des civils et des non-combattants en temps de conflit. Nous souvenons-nous de quelques cérémonies, d'un discours de nos dirigeants politiques à l'occasion de cet anniversaire. Cette occasion manquée n'est pas seulement regrettable, ce silence est hélas symptomatique de notre indifférence grandissante envers cet ordre légal international destiné à assurer le respect de la dignité humaine. Et le nous, là encore, est collectif, à notre corps défendant pour beaucoup, mais collectif néanmoins, et cette fois s'agissant des démocraties occidentales, celles donc qui étaient censées être les plus respectueuses de ces conventions. Ces choses-là, ces leçons-là du XXe siècle qu'incarnent les conventions de Genève, ces acquis positifs du siècle tragique que nous sommes pas ces leçons-là du XXe siècle qu'incarnent les conventions de Genève, ces acquis positifs du siècle tragique, nous ne sommes pas déterminés à les perpétuer au XXIe siècle. Ce siècle qui a commencé avec le 11 septembre 2001 a connu une multitude de renoncements de la part des démocraties occidentales, c'est-à-dire des pays européens et nord-américains, ceux-là même qui étaient considérés les plus disposés à respecter et à s'assurer que soient respectées ces lois. On a vu réintroduire et même légaliser la torture, les détentions illégales, les disparitions forcées, les assassinats ciblés, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme,
au nom d'une guerre qui a été proclamée juste, non pas qu'elle ne l'était pas, mais pour s'octroyer tous les droits, dont celui de contourner les lois internationales, dont les conventions de Genève. Puis à partir de 2015, avec l'afflux massif de réfugiés de guerre, nos démocraties ont abandonné les mécanismes assurant le respect de la dignité humaine, ont piétiné les conventions qui nous obligeaient à leur accorder protection et refuge, et les ont laissés mourir en masse, en mer, criminalisant en revanche les individus qui tentaient de leur sauver la vie. Puis elles ont négocié pour s'en débarrasser avec des instances qui les ont livrés à l'esclavage ou aux mains d'assassins, nous rendant juridiquement complices au premier degré de ces crimes. Alors, dans ce contexte, quel est honnêtement l'avenir de la justice internationale, ce rêve devenu réalité face au retour des crimes de masse sur le sol européen et qui était destiné à dissuader de tels crimes en mettant un terme à l'impunité des architectes des hiérarchies chargées de la mise en œuvre des politiques mortifères. Le droit humanitaire international dans la justice pénale internationale juge les violations est perçu désormais par nos propres pays comme une contrainte dont il faut se libérer, comme les GAFA qui veulent s'affranchir de toutes les contraintes légales à travers le monde. Nos démocraties ne veulent plus avoir à soumettre leurs activités aux contraintes du droit humanitaire international, quand bon leur chante, sans avoir de compte à rendre à personne. Les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI et assument pleinement le fait qu'ils la détruiront si nécessaire, mais jamais ne permettront qu'elle juge leurs crimes. Le Conseil de sécurité joue de son veto pour bloquer d'autres poursuites. La CPI continue d'exister, mais dans un environnement qui lui est de plus en plus hostile. Combien de temps pourra-t-elle résister? Combien de temps encore les États y enverront des juges indépendants, des consignes politiques? Quelle marge de manœuvre restera au prochain procureur que les États entendent choisir prochainement en fonction de sa disposition à leur assurer l'impunité? Et pendant que les démocraties contribuent à faire reculer les seuls instruments pacifiques dont nous disposons pour lutter contre la barbarie, les pays comme la France offrent l'asile aux génocidaires. À l'occasion de son arrestation ce printemps, nous avons découvert que Félicien Kabuga, le banquier du génocide des Tutsis, vivait depuis des années à Suresnes, malgré un mandat d'arrêt actif émis par le TPI pour le Rwanda. Autre pilier du génocide, Aloïs Ntiwiragabo, installé depuis longtemps en banlieue d'Orléans et contre qui une enquête vient d'être ouverte une fois seulement que sa présence sur le sol français a été dévoilée par la presse. Faut-il aussi évoquer Madame Habyarimana, qui ne sera jamais inquiétée et qui pourtant est la Lady Macbeth du génocide contre les Tutsis, bien que contrairement au personnage de Shakespeare, elle n'a pas été irradiée par la culpabilité jusqu'à la folie. Alors je terminerai comme ça, où à un moment, je ne peux dire que ça, c'est qu'il y a un moment où commémorer les infamies du passé, entretenir la mémoire des victimes, établir et restituer les faits dans une enceinte judiciaire ou contribuer, comme s'emploient à le faire les historiens, à ce que l'avenir soit toujours différent du passé, un moment où tout cela doit servir aussi au présent et à l'avenir. Et c'est là que je rejoins ce qu'a dit Véronique tout à l'heure. Mais nous semblons aujourd'hui incapables de voir le réel et donc d'envisager l'avenir, et nous construisons ainsi l'abîme dans lequel nous pourrions à nouveau sombrer. Paul Morand disait que l'histoire, comme une idiote, mécaniquement se répète parce qu'elle est le produit des hommes. Et Umberto Eco, de son côté, rappelait que le nationalisme trouve toujours des idiots pour renaître. Alors il me semble qu'il convient de cesser de faire les idiots et de ne jamais oublier que renoncer à se battre contre l'injustice, c'est renoncer à l'espoir.